Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous du Forum des rédactions qui va se pencher sur deux sujets. Vous le savez, cette émission est suivie sur Diaspora FM. Merci à vous qui avez pris le rendez-vous sur Diaspora FM. Sur Eden TV, oui, vous ne manquez pas de prendre le rendez-vous. Merci à tous nos amis qui nous suivent depuis la Suisse, depuis le Canada, depuis les États-Unis. Merci à Prudence qui ne cesse de nous encourager, Prudence Rumpe bien sûr. Et voilà, le premier thème à débattre, c'est bien communal 2026. Le parti LD n'admet pas le rejet de son dossier par la Sénat. Nous allons en parler au cours de cette émission puisqu'il y a eu un point de presse qui a été organisé à ce propos. Et puis, le secrétaire général du parti et porte-parole disait qu'on ne pourra pas organiser les élections communales sans donc le parti LD. Plus loin, ils ont saisi la Cour suprême. On va donc décrypter tout cela. Mais aussi la HAC, la Haute Autorité audiovisuelle de la communication, qui a procédé à la fermeture de Radio Océan FM, oui, pour mesures conservatoires. On va revenir un peu sur ces détails. Ce n'est pas que ça. 130 ou un peu plus de cartes de presse ont été retirées à des professionnels des médias. La HAC a pris beaucoup d'autres décisions. Certaines web TV, j'allais dire, qui ne sont pas donc en règle ont été fermées, mais également d'autres mesures ont été prises. Voilà, on va parler de tout ça. Pourquoi pas commencer par le sujet de la Haute Autorité audiovisuelle de la communication avant de venir à la politique, ou bien on va faire l'inverse. On va y aller. Je vais vous présenter les débatteurs juste après cette virgule. Je rappelle que c'est bien Marseille Yado qui réalise cette émission comme tous les vendredis et au son. Et cette fois-ci, c'est Gérard Moussa qui est présent. C'est grâce à lui que vous nous recevez chez nous, chez vous. Modeste Hondekondi, merci. C'est lui le community manager. Grâce à lui, vous nous suivez en direct sur nos différentes plateformes. Et je vous présente les débatteurs juste après cette virgule. Il n'est plus à sa première fois. Il est désormais connu sur le forum des rédactions. Moïse Novion, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir Hugues et bonsoir aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. D'accord, les téléspectateurs sont ici sur votre caméra et donc merci à vous d'avoir accepté une fois encore notre invitation après votre baptême réussi. Nous avons jugé bon vous inviter une fois encore pour faire le débat politique de ce soir avec nous. À ma gauche, Hugues Hector Zogo. Il n'est pas indétrônable, mais c'est lui qui est sur ce plateau ce soir. Bonsoir Hugues Hector Zogo. Bonsoir Maurice, bonsoir Moïse, bonsoir également aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM. J'ai entendu Moïse et Maurice, donc ça rime bien. Exactement. Il y a le mot qui vient à deux reprises. Et voilà, on va y aller. Communal 2026, on va démarrer par là. Le parti LD n'admet pas le rejet de son dossier par la Sénat. Et dans la foulée, donc, un point de presse a été organisé et le porte-parole, le secrétaire général du parti, en la personne de Guy Mitokwe, a eu quand même à relever certains points. Je ne sais pas si vous avez suivi quelques extraits de ses propos. Il a relevé des points comme quoi le dossier, le parti est le seul parti à pouvoir fournir sur toute l'étendue du territoire national, dans chaque arrondissement ou circonscription, des candidats. Il a parlé de plus de 3000 dossiers, plus de 2900 dossiers demandés à l'administration publique, mais également il a fini par dire que malgré le fait qu'on est clôturé, il y a des partis qui continuent d'aller encore à la Sénat pour déposer leurs dossiers, qu'ils ont des parents sur place, qui les informent, et qu'à l'heure où il faisait cette conférence, ce point de presse, c'était le mardi après-midi, qu'il y a un parti, il a précisé qu'il s'agit du FCBE, était encore dans la cour de la Sénat, en train de peaufiner son dossier. Eux, ils n'en ont pas droit. Ils parlent
de 2 poids 2 mesures. Il dit qu'on n'ira pas aux élections communales sans le Parti Les Démocrates. Et l'on a appris que la Cour suprême a été saisie. Moïse Novillon, vous avez un peu suivi peut-être cette actualité après l'élection présidentielle avec le déboire. Nous voici encore avec les élections communales. On sait que le dépôt des dossiers pour les législatives commence dimanche, pour ne pas dire commence samedi, le samedi 14. Et voilà, le parti, est-ce qu'on va dire que le parti, avec cette sortie-là, le parti est aux abois ou bien c'est légitime? Je pense que ça devient, comme on le dit, rébarbatif de devoir chaque fois revenir avec les démocrates, leurs déboires, les démocrates, leurs difficultés, les démocrates, les complications qu'ils ont, les dénonciations, etc. C'est un peu embêtant de devoir chaque fois revenir sur le sujet, mais c'est notre métier, c'est notre boulot, et ça fait l'actualité, on ne peut pas s'en passer. Et vous faites bien de le rappeler tout à l'heure, les démocrates, dans un communiqué récemment, ont effectivement dit qu'ils ont communiqué environ 29 000 pièces à la Sénat, entrant en ligne de compte pour la constitution des dossiers pour les élections communales de janvier 2026, et qu'ils ont en tout voulu couvrir 3 630 postes à travers les 546 arrondissements du pays. Et sur l'ensemble de ces documents, de ces dossiers fournis, 473 observations ont été faites par la Sénat. Ils ont eu un délai, bien évidemment, pour pouvoir courir et mettre à jour ces documents-là. Mais il se trouve qu'il manque toujours 120 pièces. Donc, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de discuter en ce moment, 120 pièces. Et il faut saluer le travail de la Sénat, d'une part, parce que c'est assez de dossiers, assez de documents à parcourir, à examiner, à apprécier. Et toutes les formations politiques qui sont en lice ont dû communiquer des documents dans cette proportion-là. Donc, c'est du travail. Il faut également, pour une fois, reconnaître que les démocrates ont fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir communiquer autant de dossiers, autant de documents. Et on ne va pas encore commencer par crier, on ne va pas rentrer dans le jeu de la dénonciation, de complot, etc. On veut peut-être laisser la chance à ce que le recours qui a été introduit au niveau de la Cour suprême depuis le mercredi 12 novembre 2025 l'examen puisse aller jusqu'à son terme et qu'on puisse savoir si effectivement ils ont été déboutés ou pas. Parce que les accusations sont suffisamment graves jusqu'à aller désigner des formations politiques concurrentes pour les stigmatiser, dire qu'il y a eu de 2 poids 2 mesures, ils auraient été favorisés. C'est suffisamment grave. Je pense que les sages de la Cour suprême sauront demander aux responsables du parti LD de fournir les documents de preuve en leur possession. Et s'ils ont raison, je pense qu'ils seront être rétablis dans leurs droits et donc ils vont pouvoir participer aux élections communales de janvier 2026. Donc il n'y a pas, pour moi, on n'a pas encore besoin de rentrer dans de l'alarmisme. Il y a encore des possibilités, des voies à explorer. Donc je pense qu'ils ont bien fait de décider d'aller jusqu'au bout et qu'ils laissent le droit faire son travail. Très bien. Ils doivent laisser le droit faire son travail. Au cours de cette conférence, de ce point de presse, il faut rappeler que l'honorable Guy Mitokwa aussi a dit que les démocrates ont été bloqués par rapport au complément des dossiers, des autres papiers, puisque vous le mentionnez tantôt, des autres papiers à aller chercher, alors que le délai, il ne restait que quelques heures, ils ont été bloqués, alors qu'ils ont des informations que les papiers sont prêts, mais que l'administration n'a pas délivré les papiers à temps pour qu'ils puissent aller donc déposer le dossier. Hugues Hector Zogo, est-ce que c'est des déclarations à prendre en compte, parce que nous n'en avons pas les preuves? Est-ce qu'il faut faire foi de ce qu'il faut faire foi à ce que l'honorable dit, ou bien on peut considérer ça comme de baliverne ou je ne sais pas? Alors, essayons un peu de contextualiser pour mieux comprendre la démarche du parti Les Démocrates. On se retrouve au lendemain du rejet
du dossier du duo du candidat proposé par le Parti Les Démocrates pour les élections présidentielles. Et dans la foulée, il y a eu quelques cadres et quelques députés à l'Assemblée nationale qui, visiblement, étaient quand même les pionniers travaillant au sein de cette formation politique de l'opposition, qui ont déposé leur démission. Ils ont claqué la porte, ils sont partis. À partir de ce moment-là, on peut, à raison, se permettre de dire que la barque a tangué au sein de cette formation. Et dès que la barque tangue, il y a inéluctablement un déséquilibre. Parce que ceux qui ont pu démissionner faisaient partie, je vais dire, d'un arsenal mis en place pour travailler donc à ces dossiers-là qui devraient être déposés pour le compte des élections communales et municipales dans notre pays. Mais quand, du jour au lendemain, ils claquent la porte et prennent la décision de partir, bien que, étant conscient que le peuple attend que le parti de l'opposition, les démocrates, se retrouve au reste des élections, en l'occurrence les communales, municipales et législatives, ça crée un véritable dysfonctionnement. Donc pour moi, déjà, il faut partir de ce fait fondamental et comprendre que déjà un véritable piège guettait le parti. C'est la question de l'harmonie. Comment retrouver assez vite la sérénité? Parce que ceux qui sont partis, d'une manière ou d'une autre, auraient eu des proches dans la liste de ceux-là qui devraient partir pour les élections communales et municipales. Alors, on sait comment ça fonctionne la politique chez nous. Dès que je pars en tant que leader, tous ceux-là qui m'accompagnaient prennent aussi la décision de partir. Ils prennent la tangente. Ils prennent la tangente. Donc, on peut se poser une première question de savoir, est-ce que ces acteurs-là qui ont déposé leur démission au sein du parti, est-ce qu'ils étaient en mission? Et s'ils étaient en mission, qui sont ceux-là qui les a missionnés? On peut se poser cette première question. Deuxième question, pourquoi c'est en ce moment précis que la démission intervient? Et quand la démission a été annoncée, quelle a été l'attitude du leader charismatique, donc du premier responsable politique de cette formation, en l'occurrence l'ancien chef d'État, le docteur Thomas Boni-Yayi? Quelqu'un peut sentir de la frustration, peut claquer à la porte, et au regard de la démarche que vous avez menée vis-à-vis de sa personne, il peut revenir en de meilleurs sentiments. Ce qu'on a pu observer pendant ce laps de temps, c'est que c'est allé dans tous les sens. Au point où les populations béninoises ont même commencé par se dire, est-ce que ce parti ira effectivement aux élections communales? Mais dans la foulée, ils se sont battus corps et âme. Ils ont déposé tout un tas de dossiers au même titre que d'autres formations politiques de notre pays au niveau de la Sénat. Ça a été étudié et on s'est rendu compte qu'il y avait des pièces qui manquaient. Ils n'étaient pas les seuls acteurs politiques ou la seule formation politique dont le parti, dont les pièces manquaient. Non. Donc, toutes les formations pratiquement avaient reçu de la part de la Sénat ce document qui leur notifiait exactement combien de pièces il manque, quelles sont ces pièces-là qui ont manqué. Ils ont dit que d'autres ont reçu un carton de reproches, alors qu'eux, ils ont reçu seulement un feuillet de reproches. Quand ça se passe comme ça, vous posez la question de savoir, est-ce que l'élection se situe à ce niveau-là? Pourquoi vous voulez chercher à comprendre ce qu'on a pu reprocher aux autres, alors que vous-même, vous n'avez pas encore traversé la rive? Vous êtes de l'autre côté de la rive, tout comme d'autres formations politiques, et l'objectif, c'est de pouvoir traverser la rive. Et vous perdez de vue l'essentiel et vous vous intéressez aux détails, c'est-à-dire, bon, combien de dossiers on a rejetés au niveau
des autres formations politiques, ou bien mais c'est pour dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de reproches. On ne leur a pas reproché beaucoup de choses. Dans leur donc, en temps normal, c'est des pièces qui devraient donc vite retrouver et puis continuer le processus. Dans leur communication, ils n'avaient pas à mettre un accent dessus, parce qu'on est en train de faire de la communication politique. D'accord, mais s'ils ont besoin, mais finalement, ils estiment. S'ils ont besoin d'un expert en communication politique, il faut que le parti puisse avoir le courage, donc, de faire un appel à candidature et de demander à ce que un expert politique, on vous comprend, mais ils estiment que, autrement, pour être clair, ils estiment que c'est encore un coup qu'on leur a fait en les empêchant, en les empêchant d'aller aux élections communales. D'où la saisine de la Cour suprême. C'est pas pour rien que je suis reparti à la base. Oui, j'ai compris. Je vous ai laissé repartir à la base. Et mieux, il y a un autre élément. Aujourd'hui, la formation politique, le parti, les démocrates, a ces militants qui se retrouvent en prison. Au moins 2 qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont falsifié des documents dans le cadre de ces élections communales. Est-ce que le parti reconnaît cela? Est-ce que le parti reconnaît cela? Le parti reconnaît responsable de... Le parti reconnaît que ce sont ses membres. Maintenant, mais le parti n'est pas commanditaire. Les responsables du parti ne sont pas commanditaires. Le parti recommande que ce sont ses membres. Reconnaît, oui. Mais ne pas reconnaître que le parti leur a demandé de faire cette fraude, c'est un autre débat. Oui, le parti ne reconnaît pas qu'elle a commandé une telle fraude. Donc, toujours est-il que... Leur responsabilité engagée sont le parti. Toujours est-il qu'un parti ne confie pas le poste de coordonnateur départemental à un quidam. Bon, le débat n'est pas là. Le débat maintenant... Je vous apporte des éléments. Je vous apporte des éléments parce que le parti s'est autorisé à partir de la voix de son porte-parole, le secrétaire... porte-parole du parti, oui, l'honorable Guy Topé, à faire des déclarations assez graves. Non, mais bon, oui, mais bien sûr, assez graves. Assez graves. Je suis d'accord avec vous. Et à partir de ce moment-là, il faudrait quand même leur signifier... Mais assez grave dans quel sens? Il estime que il y a 2 poids, 2 mesures. Pas que ça. Oui, il a dit beaucoup de choses, mais moi, je voudrais que vous opinez sur ça. Oui, quand un parti politique en plein cœur du processus électoral, trouve que l'institution en charge donc, de l'organisation des élections fait du 2 poids, 2 mesures, parle de manœuvres d'exclusion orchestrées. C'est des mots qui sont assez forts. Oui, mais pour appeler l'institution à faire une sortie, est-ce que l'institution a fait une sortie? Pourquoi? L'institution doit sortir, répondre à ces accusations que vous qualifiez de graves. Si vous êtes légaliste et vous savez que dans le processus, vous avez la possibilité de prendre contact avec la Cour suprême pour déposer une plainte. Ça a été fait. Ça a été fait. Mais vous n'avez pas apporté ces mots-là sur l'institution. Considérez un instant que la Cour suprême... L'institution n'a pas le droit de répondre. Laissez-moi aller au bout. Considérez en l'état que la Cour suprême leur donne raison demain. Vont-ils retourner? Bien sûr. Au niveau de cette même institution? Bien sûr, ils diront que c'est parce qu'ils ont fait cette déclaration qu'on leur a donné... qu'ils ont eu raison. Est-ce à dire que nous ne sommes pas dans un régime de séparation de pouvoir? Est-ce à dire, suffit-il de faire une déclaration pour qu'une institution de la République vous donne raison? Si c'était comme ça... Ce sera peut-être une coïncidence. Si c'était le cas, on aurait pu se permettre de dire que dès qu'il y a un contentieux, l'attitude à pouvoir adopter, c'est d'inviter la presse, de prendre la parole et de jeter de discrédit. Mais ne nous écartons pas des faits. Nous ne nous écartons pas des faits et des propos tenus. Oui. Les propos tenus, c'est par exemple qu'au lendemain où il y a la clôture, que des partis continuent d'aller peaufiner leur dossier à la Sénat. Ils ont désigné, ils ont nommé le parti FCBE. Je voudrais quand même... On est dans un processus électoral. Ils ne l'ont pas dit, ce ne sont pas des rumeurs. C'est au cours
d'un point de presse que ça a été dit, Hugues-Hector Zogo. Je voudrais que nous puissions comprendre. Oui, laissez-moi aller. Moïse veut prendre la parole. Laissez-moi aller au bout. Nous sommes dans un processus électoral. Et dans un processus électoral, chaque mot que vous sortez peut permettre qu'on puisse avoir la paix dans le pays, tout comme vous pouvez mettre le pays à feu. C'est un parti politique à travers son porte-parole qui a pris la parole. Oui. Et quand vous prenez la parole en tant que porte-parole d'un parti politique, tout ce que vous dites engage le parti et donc engage tous les responsables de ce parti-là. Donc si le parti estime subir des choses, elle ne devait pas le dire. Mais de vous à moi, vous avez réellement... C'est vrai que tout n'est pas... vous l'avez dit. Vous avez le sentiment mais vous avez le sentiment qu'ils ont eu à dire des choses qui peuvent amener le pays à feu. Quand vous nommez un parti, je ne vais pas relayer les propos qu'ils ont tenus, mais quand vous nommez un parti et vous dites ces choses-là sur ce parti, et mieux, sur l'institution qui organise les élections dans le pays, c'est assez grave. On pourra prendre l'avis de assez Moïse. Grave. Si on leur demande aujourd'hui d'apporter la preuve, et qu'ils n'ont pas la preuve. Comment ils vont dire? Une personne qui fait un parti qui fait un point de presse. Je vous ai dit. Un parti qui fait un point de presse n'aura pas de preuve. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout. Vous ne pouvez pas. Je ne vais pas vous laisser monopoliser la parole. Je vais également laisser la parole à Moïse pour que Moïse se prononce sur ce pan du sujet. La conséquence est ceci. Quand ils vont peut-être, on va leur demander d'apporter la preuve. Ils n'auraient pas la preuve. Et que la justice va s'auto-saisir du dossier. Et qu'on va se permettre de les interpeller devant la justice. Ne soyez pas surpris alors qu'on entende dire encore c'est le chef de l'État, c'est le pouvoir en place qui est derrière. C'est en fait, c'est un parti, prenez la peine de comprendre que le parti Les Démocrates aujourd'hui fait de la victimisation. On aura le temps de mettre des éléments sur le tapis et vous allez nous dire si vous vous retrouvez, vous, en tant que journaliste, dans ce genre de déclaration, et si vous trouvez que l'institution qu'est la Sénat, depuis qu'on est en train d'organiser les élections dans notre pays, depuis 90, où on parle de régime démocratique, si on est arrivé déjà à de pareilles bassesses, c'est pas possible. Très bien. Moïse, tout ce que vous avez entendu de la part de Hugues-Hector Zogo, qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos avec cette position du parti? Hugues-Hector Zogo pense que ce parti fait de la victimisation. Quel est votre regard, votre appréciation, vos analyses à propos? Je comprends mon confrère, je comprends bien qu'il ne soit pas d'accord avec la façon dont le débat est conduit, notamment à l'intérieur de la formation politique dénommée les démocrates. Je comprends sa frustration et je pense qu'à l'entame, dès que j'ai pris la parole tout à l'heure, voilà, bien sûr. Et dès que j'ai pris la parole tout à l'heure... C'est ce que nous utilisons les mots convenables. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, donc je le disais tout à l'heure que ça devenait ennuyant de devoir revenir avec les démocrates contestent, les démocrates dénoncent, etc. Mais, comme je le disais, on n'a pas de leçon à leur donner en réalité. On n'a pas de leçon à leur donner. S'ils font un communiqué pour porter des accusations aussi graves... Un point de presse. Un point de presse, pardon, pour faire des accusations aussi graves, c'est qu'on suppose qu'ils ont les éléments de preuve. Et surtout que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a la possibilité de recours et que ce n'est pas encore... le recours n'est pas encore allé au bout. Donc, ils ne sont pas encore finalement allés apporter toutes les preuves. Que les sages et que les magistrats puissent dire oui, ils ont raison, non, ils n'ont pas raison. On ne peut pas en réalité, en l'étape actuelle des choses, prononcer de sentence ou prononcer de jugement. Je pense que le droit va se dire, comme je le disais tout à l'heure. Okay. Et il faut surtout saluer la sagesse de l'institution Sénat et également des militants et responsables de la formation politique FCBE. Vous savez, le calme, la sérénité que mon confrère est en train de demander aux responsables du parti. Surtout en période électorale. Il insiste sur la paix. Bien sûr. Il parle d'incendie, qu'il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr, je suis 100% d'accord avec lui que nous sommes dans une période sensible et qu'il faut surtout
œuvrer à ce que on ne bascule pas dans d'autres considérations, dans d'autres situations qu'on ne pourra pas contrôler. Et c'est pourquoi je salue la sagesse de l'institution Sénat et également des responsables du parti politique FCBE. Ils ne sont pas tenus de tenir également de conférences de presse, de communiquer. Tant qu'il y a la loi, il y a la justice, il y a le droit, il faut que les voies de recours puissent aller jusqu'au bout et que les démocrates puissent démontrer ce qu'ils sont en train de reprocher aux autres formations politiques. Vous savez, le calme de la formation politique FCBE, parce que FCBE et les démocrates, les gens n'arrivent pas à savoir que c'est en réalité la même formation politique. C'est juste que les modérés sont restés la FCBE et les radicaux sont devenus les démocrates. Ah bon? Oui, justement. Et c'est ce qui est en train de s'observer jusqu'à présent. Le calme, la tranquillité avec laquelle les responsables de la FCBE gèrent leur parti, ça peut forcer le respect et inspirer même d'autres formations politiques. Parce que ça ne va pas dans tous les sens. D'où le jeter des fleurs. Bon, en fait, ce sont les faits. Ils ne produisent pas de communiqués tous les jours. Il n'y a pas un militant à l'intérieur ou à l'extérieur pour sortir dans des podcasts, pour faire des vidéos, pour faire des annonces, pour porter des accusations tout le temps. La prise de parole est contrôlée, réglementée, régentée. Même les militants ne répondent pas aux attaques. Vous pouvez les injurier. On attaque tous les jours. Nous sommes témoins, nous avons tous été témoins des attaques à l'endroit du secrétaire exécutif national du parti FCBE, que les gens attaquent, utilisent tous les mots pour dénigrer, mais il n'a jamais répondu quelque part. Et c'est cette sérénité-là, en fait, qui est en train de se traduire en résultats tels qu'on est en train de constater. Les gens sont surpris de voir la FCBE candidat à l'élection présidentielle, surpris de voir la FCBE valider ses dossiers. Vous voyez la quantité de dossiers, ces dossiers pour les élections communales. Et ils n'ont pas compris que c'est parce que le parti est resté serein et le parti a travaillé à l'intérieur du pays avec ses militants pour pouvoir préparer. Sans tambour ni trompette. Ils n'ont pas eu besoin d'aller produire, de communiquer, d'aller alerter, d'aller accuser, etc. Quand vous n'êtes pas tranquille, quand vous n'êtes pas calme, même dans nos vies personnelles, à la maison chez nous, vous n'avez pas la lucidité nécessaire pour affronter les situations, les problèmes qui se posent à vous. La sérénité, la tranquillité d'esprit, c'est d'abord la première clé, à mon avis, pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent à soi. Et donc, c'est comme cela, c'est dans cet élan que je comprends mon confrère Hugues Hector Zogo, qui recommande à la formation politique et les démocrates de faire avec un peu plus de tempérance, d'utiliser les voies de recours, d'aller jusqu'au bout, d'apporter les preuves. S'ils ont la preuve que quelqu'un... Il disait que si on sait qu'on va attaquer, pourquoi encore saisir la Cour suprême? Justement, vous avez la possibilité de porter recours et d'attendre que le droit soit dit. S'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à apporter les preuves. Sinon, ce n'est pas sur la toile, ce n'est pas dans les médias. Ce point de presse n'était pas opportun? Je ne peux pas dire que ce n'était pas opportun. Je ne suis pas militant. Ce point de presse était-il opportun? C'est de leur droit de faire un point de presse. Mais la seule chose que je n'apprécie pas, c'est de porter discrédit sur l'institution qui organise les élections. D'accord. Bon. Parce que vous voulez quand même vous retrouver... discrédit parce que vous n'avez pas vu les preuves. Bon, oui. Peut-être qu'ils ont des preuves, des allégations qu'ils dénoncent. Ils n'ont qu'à apporter les preuves. Ils n'ont qu'à présenter les preuves à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'on peut espérer que la Cour suprême puisse peut-être donner On peut espérer que la Cour suprême puisse leur donner raison sur la base des éléments de preuve qu'ils auraient fournis. S'ils ont les éléments de preuve par rapport à toutes les accusations portées, la Cour suprême va leur donner raison. Et ça va nous faire plaisir, nous, en tant que citoyens, de constater qu'ils ont pu fournir les éléments de preuve par rapport aux accusations portées et que la messe électorale sera également assez fournie pour que tout le monde puisse finalement être à l'aise. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à fournir les éléments de preuve, on ne va pas demander aux sages de la Cour suprême de faire le miracle à leur place. Avant d'aller vers le deuxième sujet qui concerne la HAC, puisque le rouleau compresseur se déroule correctement, on peut le dire, on sait déjà que la Cour constitutionnelle a donc validé la participation à l'élection présidentielle des deux duos candidats, notamment celui du FCBE et celui de la mouvance présidentielle. Je vous permettrai de dire un mot à propos, avant qu'on le continue avec la HAC. Hugues Hector Zogo. Oui, on est en train de suivre le processus électoral. On a eu donc la décision de la Cour constitutionnelle qui nous permet de comprendre que pour le compte des élections présidentielles d'avril 2026 dans notre pays,
on aura 2 duos de candidats. Il y a le duo candidat du parti de l'opposition, Fosco-Ripon et Bénin Émergent, oui. Et puis le duo du candidat de la mouvance présidentielle. Le mieux qu'on puisse souhaiter à chaque duo, c'est de pouvoir se retrouver, bénéficier du suffrage des compatriotes. Ils ont un grand défi. J'ai vu un quotidien titré aujourd'hui que leur grand adversaire, c'est l'abstention. Est-ce que vous êtes d'avis? Évidemment, de ça, je voulais parler. Mais pourtant, on a sensibilisé sur ce même plateau qu'il faille que les gens sortent pour aller s'exprimer. C'est ça. Les citoyens ont le droit constitutionnel de voter. C'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce droit. Non. Hein. Lorsqu'on ne sait pas par le passé, ce droit a été privé aux femmes. Évidemment. Pas au Bénin, mais on parle il y a plusieurs dizaines d'années. Évidemment. Donc, on est dans une dynamique où le citoyen doit pouvoir exercer son droit. Le droit constitutionnel, le droit de vote. Et l'exercer, c'est faire quoi? C'est de sortir. L'exercer, c'est de pouvoir quitter sa maison dans le calme, dans la sérénité, le jour du vote, aller avec sa carte, la pièce d'identité qui permettra donc aux différents acteurs pouvant faciliter le vote de jouer votre partition. Et quand vous allez dans les urnes, vous choisissez votre candidat. Vous choisissez votre candidat. Donc c'est le grand défi aujourd'hui auquel chaque compatriote ayant donc ce droit constitutionnel doit pouvoir se retrouver confronté. Et je pense, ma foi, tel que les choses se passent, tel qu'on entend les compatriotes s'exprimer, pour ceux-là qui se disent a priori qu'il y aura un fort taux, soit d'abstention, ou soit un faible taux de participation. Peut-être qu'ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent parce que... Vous ne mettez pas peut-être? Non, je ne mets pas le peut-être. Je ne mets pas le peut-être. Ils se trompent simplement parce que, vous avez vu pour le compte... La véritable adversaire de Wadaye oui. est un taux d'abstention. C'est Adjatia Diouf qui en parle aujourd'hui. Si. Moi aussi, je ne suis pas forcément d'avis. Oui, même si on a connu des élections avec un faible taux de participation, j'ai vu quand même que... Bon, il y a des éléments qui amènent que les donnes changent. On est dans une année électorale. Ce n'est pas qu'on est en train de faire les élections présidentielles en 2026 et puis en 2027, on se retrouvera pour les communales ou encore moins les législatives. On est dans une année électorale. Tous ceux-là qui sont aujourd'hui militants, positionnés sur les listes, que ce soit des communales ou municipales ou des législatives, vont se rendre aux urnes pour les élections présidentielles. Ils ont intérêt à le faire parce que c'est déjà le premier test pour savoir, mais quand on va se retrouver à nous faire élire, est-ce que c'est le duo de la majorité présidentielle, la majorité à laquelle nous appartenons, qui va diriger le pays, ou bien c'est l'opposition qui va nous ravir la vedette? Si vous êtes acteur de la mouvance, vous avez intérêt donc à demander aux citoyens de votre région de sortir et d'aller voter pour votre liste. Donc, c'est ce en quoi je trouve qu'aujourd'hui, on n'aura pas un fort taux d'abstention, on n'aura non plus un faible taux de participation. On va peut-être se retrouver autour de 60-65%. Donc, vous êtes en train de dire la même chose de deux façons différentes. C'est ça. Moïse, vous avez la parole. Oui, je pense qu'on n'a pas, à titre personnel, je n'ai pas lu le papier. Ce n'est que le titre que... Oui, le titre, oui. Voilà, bien sûr, mais le titre dit tout. Hein. Justement, mais pour moi, le titre peut être interprété de deux manières. Oui. C'est-à-dire que c'est peut-être une incitation, un appel aux formations politiques à ne plus dormir, aux formations politiques en liste, bien sûr. Puisqu'on connaît l'adversaire. Voilà, à ne plus dormir, à aller affronter les électeurs, à les mobiliser en masse pour qu'ils puissent se rendre aux urnes convenablement. Et peut-être la deuxième lecture, c'est un peu mon confrère s'est appesanti légèrement dessus, c'est peut-être en considération de certaines situations par le passé où les électeurs ne s'étaient pas rendus massivement aux urnes. Mais
Mais même dans ce cas et même dans ce contexte, les citoyens béninois ne boudent pas les urnes en tant que telles, comme on tente de le dire ou bien de le faire croire par moment. Je pense que les citoyens béninois savent qu'ils détiennent une arme avec leur carte d'électeur et ils ne lésinent pas à s'en servir pour aller dire leurs mots quand les échéances arrivent. Et il y a une formation politique de l'opposition qui est présente à l'élection présidentielle et il y a tout l'armada dont dispose la mouvance, les différentes coalitions. C'est plusieurs formations politiques fusionnées qui soutiennent la candidature du ministre et candidat, bien sûr, Romuald Wadagne. Je pense qu'il y a suffisamment de matière pour occuper le terrain et inciter les compatriotes à se rendre aux urnes. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter et d'avoir peur pour cela. Donc l'élection, ou bien, comme on aime à le dire au Bénin, la fête sera belle. La fête électorale sera belle. Belle conclusion. À vous aussi, Moïse Novillon. On va donc poursuivre ce débat. Hugues Hector Zogo, Moïse Novillon, le président de la Haute Autorité audiovisuelle de la communication, à la personne de Edouard Loko, force l'admiration. Et ça donne envie d'aller siéger au sein de cette institution qui a placé désormais le Legba au centre du village, mais également l'église, non? L'église aussi est au centre du village, non? Ouais. Voilà. Et peut-être le Legba à l'entrée du village. Oui, mais c'est l'institution même qui a placé le Legba au centre du village ou pas? C'est l'institution. Parce que le Legba, vous le savez, ça reste à l'entrée du village. Et donc ça filtre. Lorsqu'on place le Legba au centre du village, le résultat est là. Et vous avez vu. Et Océan FM, fermé pour mesures conservatoires une semaine, vous savez que ce n'est pas n'importe quelle chaîne et qui appartient désormais à un groupe de presse, matinal Océan FM, télé. Je ne vends aucun secret. Mais si le président, si les conseillers vont jusqu'à la fermeture pour mesures conservatoires, ça veut dire quand même qu'il y a un travail de fond qui se fait désormais au sein de cette institution. Je ne sais pas quelle appréciation vous en faites. Ce n'est pas que ça. Vous profitez pour opiner par rapport aux journalistes à qui il y a eu retrait des cadres de presse, certains qui n'exercent plus, d'autres et tout. Et puis aussi par rapport au nettoyage fait au niveau des organes qui ne sont pas, qui n'ont pas fonctionné de façon continuelle et continue. Et vous faites bien de commencer déjà par la situation qui arrive à nos confrères de Océan FM. Et en général, de façon générale, notre maison, à tous, nous sommes des acteurs du domaine, nous sommes du secteur des médias. Nous savons que tout n'est pas rose. Et tout n'est pas rose chez nous, ce n'est pas une affaire de il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a assez de problèmes dans la maison média. Et il y a beaucoup de choses à faire. Heureusement, effectivement, un de nôtres, à la personne du président Edouard Loko, est placé au centre de l'institution en charge de la régulation du contrôle, au cœur, voilà. Et donc, connaissant et maîtrisant très bien les problèmes et les situations latentes, il arrive effectivement à taper au cœur de certaines situations qui n'honorent pas le métier que nous aimons, qui nous passionne. Et ce n'est qu'une mesure conservatoire pour ce qui est de Océan FM. C'est comme un avertissement, c'est comme un rappel à l'ordre. Et on leur dit simplement, attention, on a fixé les limites, vous n'êtes pas resté dans le sillage des limites. Si au bout d'une semaine, vous ne prenez pas la mesure de la situation, et vous pouvez être doublement, triplement, et pourquoi pas plus, et frappé. Et cela m'amène à rappeler que déjà il y a eu un décret. Et le décret 2024-1297
en son article 37, avait été clair. La promotion portant sur tout médicament et tout produit considéré comme médicament auprès du grand public est interdite. Donc, il ne faut pas faire de la promotion pour tout ce que vous voyez qui pullule depuis quelques années là sur la toile. Je pense qu'en dehors même de la presse, peut-être qu'un jour, les autres domaines, les autres secteurs de régulation, notamment sur les réseaux sociaux, etc., vont prendre des mesures de cette nature-là. Parce que cela ne nous honore pas. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de voyager, de sortir du Bénin, dès que tu te présentes quelque part comme béninois, la première référence, ce avec quoi les gens veulent... Heureusement, ces dernières années, on a fait quelques progrès, quelques prouesses sur le plan de la promotion du tourisme, etc. Sinon, dès que tu te présentes comme béninois, on t'identifie. Est-ce que tu as telle recette? Est-ce que tu as tel produit? Est-ce que tu as ceci à nous offrir? C'est comme ça qu'on nous identifie. Je dit que je ne suis pas beaucoup. Et cela ne nous... Bon, même si c'est nous... Vous n'êtes pas traduit thérapeute. Oui, mais bien sûr. Même si c'est nous, même si cela nous interpelle en tant que béninois... Je vais me fâcher. Bien sûr, vous aurez raison, bien sûr. Mais permettez que j'aille au bout. Même si nous sommes béninois, que cela nous frustre de devoir répondre à ces genres d'interpellations et de questions tout le temps. C'est quand même notre réalité. Et il faut mettre de l'ordre. Vous savez, la Chine, et comparaison n'est pas raison dit, mais la Chine vient de sortir une décision pour interdire aux animateurs, notamment les influenceurs et activistes des réseaux sociaux, de prendre la parole sur des domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences. Par exemple. Et donc, c'est pour dire qu'on pourrait arriver là, on pourrait être amené à prendre des décisions comme cela à l'avenir. Donc la HAC est dans son droit de réguler... Les gens qui ont la culture générale. Bien sûr, oui. Les gens qui sont cultivés, qui ont la culture générale, qui lisent beaucoup. Et qu'on soit sûr quand même... On peut prendre la parole sur des domaines dont on n'est pas spécialiste, quand on est cultivé. Bien et sûr. Quand on lit beaucoup, tout se trouve dans les livres aujourd'hui. Oui, mais le problème, à quel moment vous savez que c'est une personne de culture quand les gens peuvent allumer leur caméra à l'intérieur de leur salon pour prendre la parole et dire tout ce qu'ils ont envie de dire. C'est à travers ce que la personne dit que vous comprenez, que la personne est une personne cultivée. Donc, avant d'attendre que le dérapage se produise pour réguler en aval, les gens, certains ont pensé réguler en amont pour mettre les barrières, mais ce n'était pas ça le débat. Et en dehors de la mesure conservatoire par rapport à Océan FM, il y a également les autres décisions liées au retrait de cadres de presse à plus d'une centaine de journalistes, par exemple, parce que l'institution suppose qu'ils ne sont plus en droit de détenir un tel document par devers leur personne et que cela ne rend pas service également à la corporation. Est-ce que cette assertion qui dit journaliste un jour, journaliste toujours ne marche pas à ce point de vue? Journaliste un jour, journaliste toujours, c'est d'abord dans l'esprit, c'est d'abord dans l'âme. Mais dans la vérité, dans la réalité des faits, on ne peut pas se jouer avec... oui, mais on ne peut pas jouer avec l'assertion en ce qui concerne les journalistes. On ne peut pas permettre aux personnes qui ne sont plus en pleine activité de détenir un document qui donne des accès partout, parce que vous savez ce qu'on appelle une carte de presse. Une carte de presse, c'est un passeport. Cela permet d'ouvrir assez de portes. Et si on n'est plus sûr que des personnes sont en activité et que pleinement ils exercent la responsabilité de journaliste, et qu'ils détiennent un document de cette nature-là, pas devant leur personne, pour aller ouvrir des portes, pour commettre des forfaits, pour se retrouver auteurs de situations qui ne sont pas en réalité en liaison avec leur personne. Pour qu'on ne dise pas ou bien leur statut de journaliste. Voilà. Donc, ils vont commettre des actes. Les gens vont avoir la facilité de dire « je suis journaliste, on m'a mis en prison, regardez ma carte de presse », alors qu'à un moment donné, ils ont cessé d'être journalistes il y a longtemps. Donc, en fait, je ne suis pas en train de dire... Non, c'est bon, on comprend. Justement, vous avez clarifié un peu. Et même par rapport aux suspensions des radios communautaires, des chaînes TV. Pour les chaînes TV, c'est clair. Les web TV? Oui, les web TV, c'est clair, c'est des organes qui ne mettent plus pratiquement. Il y en a qui ne mettent plus pratiquement. Parce que si je prends Tunde Agri TV, par exemple, le leader ou bien le promoteur même, paix à son âme, il ne vit plus. Et on ne sait pas si effectivement il y a quelque chose qui ressemble encore à une structure administrative qui régule et contrôle quelque chose là. Donc ça, ce n'est qu'un exemple par exemple. Et pour les radios, souvenez-vous qu'en juin 2025, la HAC avait déjà publié une décision, la décision 25-42, qui rappelle à l'ordre 7 radios communautaires, disons 7 rédactions, organes de presse. Et il y avait déjà les noms qui sont arrivés, qui sont revenus à travers les dernières décisions là, qu'on avait déjà rappelé à l'ordre par rapport à leur fonctionnement. Et donc, ils ne sont pas rentrés dans les cordes, comme on dit.
dans les rangs maintenant. Aujourd'hui, ça dit beaucoup de choses, donc je peux dire, je ne suis pas rentré dans les règles, dans les codes de la profession. Et donc la HAC s'est vue obligée, contrainte de devoir user de sa responsabilité. Et vous savez très bien que, comme le président avait déjà donné le ton, il n'y aura plus de laisser aller. Donc, on peut peut-être exhorter les confrères et les promoteurs à plus de rigueur et à faciliter la tâche à l'institution pour que l'institution ne soit pas diabolisée, perçue comme une institution qui met des bâtons dans les roues, qui pose des problèmes aux uns et aux autres. Hugues Zogo, votre analyse par rapport donc à cette décision, il a fait une analyse globale. On va écouter votre son de cloche avant de fermer cette émission. Oui, c'est tout à fait normal ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on vit avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, c'est une fierté en tant que journaliste. On peut se permettre de dire oui, l'assainissement du secteur a commencé. Là, on se retrouve avec 130 cartes de presse journalistes dont les cartes sont retirées. Et quand vous regardez dans le lot, il y en a qui n'exercent pratiquement plus. Il y en a qui se sont retrouvés à longueur de journée dans des questions de diffamation. Vous allez même devant des tribunaux, vous allez comprendre ce dont il est question. Il y en a qui avaient exercé la profession, mais qui aujourd'hui ne bénéficient plus exclusivement du titre de journaliste. Or, pour détenir la carte de presse, vous deviez exclusivement exercer la profession. Vous pouvez être homme d'affaires aussi? C'est pas possible. D'accord. Donc ça, c'est le premier cas. Certains sont devenus hommes d'affaires. Le deuxième cas, c'est concernant la radio Océan FM. Je m'attarde là-dessus parce que cette radio-là, le promoteur, c'est un député à l'Assemblée nationale. Un député à l'Assemblée nationale et soutenant donc la majorité présidentielle au Bénin. Je le dis parce que je suis sûr que depuis hier que cette décision était tombée, si c'était un promoteur, acteur de l'opposition, dont la radio avait bénéficié de cette sanction-là, la HAC aurait été traitée de tous les noms. De tous les noms. C'est-à-dire que parfois, la réalité est là, mais nous passons à côté, on transpose le sujet et on y apporte un chapeau ou une connotation politique. Là, vous rejoignez le roi Locmont et c'est ça, une chanson. Et c'est ça donc qui devient la vérité. Même ceux qui ne maîtrisent pas le sujet vont en parler avec une certaine passion au point où vous vous dites, mais, ah d'accord, donc c'était pour une question politique. Deuxième élément. Troisième élément, c'est concernant ces web télévisions. Comme Moïse l'a dit tout à l'heure, il y a depuis juin une première liste qui est sortie. La HAC même s'est déplacée pour aller au niveau du siège de certains organes. Et donc, entre cette période et la date d'hier, il y a eu aussi l'appel à dossier, où vous avez la possibilité donc de déposer votre dossier pour dire oui, je souhaite que l'institution puisse reconnaître mon organe de presse. Et les gens se sont entêtés. Ils ont trouvé qu'il ne faut pas le faire. Et ils ont raison de procéder ainsi. Parce que de par le passé, ça a toujours fonctionné ainsi. Ceux qui détenaient la carte de presse, de vous à moi, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais recherché leur carte de presse et qui vous diront, c'est pour quel intérêt? Ça m'apporte quoi? Et donc parfois même, vous êtes détenteur de carte de presse et on vous insulte. Parce qu'on trouve que même sans carte de presse, moi j'exerce ma profession. Je suis mieux connu. J'intègre certains milieux pour avoir des informations. Donc, votre carte de presse n'a pas de la valeur à mes yeux. Aujourd'hui, l'institution, à travers la présence du président Édouard Locaux et des autres conseillers, trouve qu'il faut remettre les choses à leur bonne place. Et c'est salutaire. Parce que vous avez cette facilité de voir des gens juger des journalistes, les traiter de tous les noms. Tout comme si le journaliste est un web activiste.
Tout comme si le journaliste, c'est celui-là qui n'a pas suivi une formation, n'a pas reçu une formation adéquate. C'est comme si quelqu'un sort du jour au lendemain, on lui achète un téléphone portable, il commence par écrire des articles, du jour au lendemain, il s'autoproclame journaliste. Et les acteurs politiques, malheureusement, puisque les autres, ils sont dans cette dynamique-là d'avoir ce qu'on appelle cette facilité de manipuler, oui, ils préfèrent donc donner de l'argent à ces jeunes-là pour que ces jeunes-là racontent des balivernes sur les plateformes numériques. Des cancans. Et demain, quand vous allez vous retrouver à faire la part des choses, on trouvera que non. Mais il y a d'autres qui font mieux, qui exercent mieux, plus que vous. Parce qu'en réalité, eux, ils ne sont pas contraints à un code éthique et de déontologie. Vous, vous l'êtes. Votre profession vous exige de pouvoir respecter le code de déontologie de votre profession. Quelle sera votre conclusion pour cette émission? Ma conclusion, je voudrais donc remercier l'ARAC qui est en train de travailler aujourd'hui pour qu'on puisse reconnaître effectivement la valeur... Qui vous a formé, hein, grâce à l'aide à la presse. Évidemment. Vous avez participé à cette formation. J'ai bénéficié de cette formation de l'ARAC. Et vous voyez, pour que vous puissiez mieux comprendre que le secteur est en train d'être assaini davantage, regardez l'aide à la presse qui aujourd'hui doit permettre à ce qu'on procède à la réhabilitation de la maison des médias Thomas Meyassan. Quand ça a été annoncé, certains patrons de presse et certains journalistes n'étaient pas contents. Parce que pour eux, il fallait simplement qu'ils se retrouvent en catimini et qu'on puisse dire... Faire du Mamadou, comme et du Bileta, comme ça a été fait sous d'autres mandatures. Ben bon, je n'ai pas de preuves. Je ne sais pas si ça a été fait comme ça sous d'autres mandatures. Ça s'est passé. Bon, moi, je ne sais pas. Écoutez, c'est notre corporation. Et nous nous sommes aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que vous soyez autant fiers. Bon, encore, il n'y a pas eu l'aide de la presse depuis 2016. Hein. Donc, parce que le président de la République a trouvé qu'effectivement, il y avait tellement de difficultés au cœur de cette corporation. Très bien. Merci. Ce qui se vit aujourd'hui dans le journalisme, vous n'allez pas constater ça au niveau de l'ordre des médecins. Vous n'allez pas constater ça au niveau de l'ordre des architectes et urbanistes. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas parmi les architectes. Vous n'allez pas constater ça au niveau des avocats. Mais ils ont leurs problèmes. Parce qu'ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes. Mais ce pourquoi il y a cette rigueur-là, c'est qu'au sein de ces corporations, ils sont les premiers à pouvoir dire telle personne ne mérite pas de porter le titre d'avocat. Telle personne ne mérite pas de porter le titre d'architecte urbaniste. Donc, si la corporation des journalistes doit être assainie, il revient également aux journalistes d'avoir le mérite de dire ce qui se passe. On vous a compris. On a un président de l'ARAC qui est passé journaliste. Aujourd'hui, il tend la main. Il connaît la maison. Il connaît la maison, mais il tend la main aux professionnels des médias aussi. Si les professionnels des médias ne sont pas en mesure d'avoir l'audace et le courage de dire exactement à ceux-là qui ne sont pas journalistes, vous ne méritez pas le titre de journaliste, demain, ils seront encore les seuls à subir malheureusement ce mauvais traitement qu'on leur concède au cours des activités. Merci Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. J'attends la main tendue du président. Moïse, quelle sera votre conclusion en quelques secondes? Je conclus sur les mots de mon confrère. Il faut que ça puisse continuer comme cela, tel qu'on a commencé par l'observer là, pour que la maison puisse être véritablement assainie et que nous puissions sortir fièrement dire nous sommes des journalistes. C'est sur cette conclusion de Moïse Novillon que nous allons donc finir cette émission. Merci à vous, Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Moïse Novillon, pour votre déplacement sur ce plateau. Madame, Messieurs, c'est fini déjà. Oui, le temps passe très vite. On a déjà fait même plus de 52 minutes. Merci à vous pour l'attention. Merci de nous avoir suivis. 2 sujets étaient au menu de cette émission. Nous avons parlé de l'ARAC, mais également nous avons parlé des communales, cette sortie du Parti Les Démocrates. Chacun a eu à donner son avis. Les analystes politiques se sont prononcés. C'est Marseille Yado qui a réalisé cette émission. C'est Gérard Roussa qui était au son. Modeste Rondekondi, c'est grâce à lui que vous nous avez suivis sur YouTube. Partagez l'émission, likez, faites vos commentaires et surtout, soyez courtois. Bon week-end à toutes et à tous. Salut.